ce que je vais dire ne va pas plaire, mais en France, on a beaucoup de mal avec la prévention. C'est un domaine qui est ultra récent parce qu'on a des études qui sortent, qui sont très récentes. Comme je vous ai dit, la respiration buccale, c'est vraiment un facteur de risque. On a une étude qui montre qu'un enfant sur 2 va respirer par la bouche, aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir surtout de recevoir Oriane qui est orthophoniste. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Oriane? Bonjour tout le monde, donc je suis Oriane, orthophoniste et je suis spécialisée en thérapie myofonctionnelle. Donc je rééduque les fonctions de la face. On va avoir la ventilation avec la respiration, on va avoir la mastication et la déglutition. Et j'ai le plaisir de retrouver encore Charlotte aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, vous le connaissez puisque c'est le sujet de la vidéo, c'est l'apnée du sommeil. Alors cette vidéo, on va faire plusieurs points. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil? La définition de l'apnée du sommeil. Et après, comment on sait qu'on a de l'apnée du sommeil ou pas? Quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil? Quelles sont les conséquences? Il faut quand même les connaître pour savoir si c'est grave, pas grave, voilà. Et ensuite, les solutions. Enfin, que faire quand on a de l'apnée du sommeil? Qui fait le diagnostic? Est-ce que c'est soi-même? Non, pas soi-même. Mais qui fait le diagnostic? Qui consulter? À quoi ça sert? Et puis les solutions qu'on peut mettre en place soi-même aussi peut-être en dehors de ces consultations. Tout ça, c'est dans la vidéo. On vous répond à toutes vos questions. Je vais faire la bonne élève, je vais vous lire la définition de l'apnée du sommeil que j'ai pu retrouver sur le site de l'Amélie. Du coup, l'apnée du sommeil ou le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, donc c'est le fameux SAHOS, c'est un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormale fréquente de pauses respiratoires. Ce syndrome est dû à des épisodes répétés d'obstruction et des conduits respiratoires de l'arrière-gorge. On va vous mettre une petite image juste après, là. Comme ça on va pouvoir vous montrer. Ok, donc en gros, l'apnée du sommeil, je retiens ma respiration sans le savoir dans la nuit. Et puis après, donc ça fait des petites apnées, mais inconscientes en fait, dans la nuit. Et puis voilà. Et du coup, c'est peut-être dû à des obstructions, donc on sait pas trop pourquoi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, déjà peut-être, si vous avez des doutes sur l'apnée du sommeil, quels sont les symptômes? Comment on sait qu'on a de l'apnée du sommeil? Est-ce que moi j'en fais peut-être? Je sais pas. Ok. Alors, pour les symptômes, on va dissocier les symptômes de jour et les symptômes de nuit. On va commencer par les symptômes de jour. C'est des personnes qui vont présenter une fatigue. Voilà, c'est des personnes qui dorment et qui sont fatiguées au réveil, qui vont avoir des périodes de somnolence dans la journée. On va avoir des personnes qui ont du mal à tenir en place, qui sont avec une agitation psychomotrice, qui ont besoin d'être en mouvement, qui ont besoin de bouger. On va avoir des personnes qui respirent par la bouche, donc d'où notre vidéo précédente pour faire du lien. Les personnes qui respirent par la bouche en journée sont à risque de faire de l'apnée du sommeil. On va avoir des personnes qui ont des difficultés de concentration tout au long de la journée et on va retrouver des personnes cernées, tout bêtement avec des cernes et des poches sous les yeux. Donc ça c'est pour les symptômes de jour. Maintenant on va voir les symptômes de nuit. Donc le plus connu c'est le ronflement. Donc les personnes qui ronflent ont tendance à faire de l'apnée du sommeil. Les personnes qui transpirent de façon excessive au niveau cervical également. Des personnes qui se réveillent fréquemment la nuit vont avoir aussi des risques de présenter de l'apnée du sommeil. Des enfants ou des adultes qui ont besoin d'uriner ou chez les enfants qui urinent dans leur lit, c'est un symptôme. On va avoir des personnes qui ont ces réveils avec ce manque d'air et on va avoir des personnes qui ont la bouche sèche au réveil. Donc comme ce sont des personnes qui respirent par la bouche, leur premier geste du matin c'est de vouloir boire un verre d'eau pour se réhydrater au niveau buccal. D'accord, donc en fait j'ai cru comprendre aussi que souvent l'apnée du sommeil on associe ça à quelqu'un de plus ou moins 50 ans, un homme. Dans nos têtes c'est un peu ça. En fait ça peut arriver chez l'enfant, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et ça peut arriver aussi chez les femmes comme chez les hommes. Exactement. Est-ce que tu as quelques chiffres juste pour nous... Enfin, s'il existe des chiffres? Alors
Alors encore une fois, ce que je vais dire ne va pas plaire, mais en France on a beaucoup de mal avec la prévention. C'est un domaine qui est ultra récent parce qu'on a des études qui sortent qui sont très récentes. Comme je vous ai dit, la respiration buccale c'est vraiment un facteur de risque. On a une étude qui montre qu'un enfant sur 2 va respirer par la bouche. Aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et en termes de chiffres, j'ai pas trouvé sur différents sites à chaque fois, je n'ai pas le même nombre. Si on prend le site de la sécurité sociale Amélie, on va avoir 2% de la population, ce qui me paraît très peu pour tout ce que je vous ai cité. Ensuite, j'ai retrouvé sur un site Isidore, donc ils sont spécialisés au niveau du sommeil à Bordeaux, ils parlent de 8% de la population. Pareil, je trouve ça pas énorme. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de dépistage et que on ne fait pas assez de prévention, on ne va pas rechercher assez au niveau du sommeil, de la qualité du sommeil. Donc je pense que les chiffres aujourd'hui ne sont pas représentatifs du tout. Merci Lauriane pour ces petites précisions. Donc pour résumer, on se réveille, quand on travaille on est fatigué, dans la journée on est fatigué, en gros on somnole, on a des problèmes de concentration, même de mémoire peut-être aussi. Là, on est un peu voilà. Ça peut être des premiers signes aussi quand on oublie fréquemment des choses. Soyez alerte sur ces symptômes-là. Et puis la nuit, c'est plus compliqué parce que si on dort tout seul, on s'en rend pas forcément compte, mais si on dort avec quelqu'un, en général, en gros, c'est quelqu'un qui va plus faire de bruit du tout. Et puis d'un coup faire un gros bruit un peu de un bruit énorme comme si il était en apnée. C'est l'apnée, donc on est en apnée et ça peut faire un gros bruit. Donc les conjointes qui dorment à côté peuvent aussi participer à la prévention et dépister votre conjoint ou votre conjointe si vous entendez ce genre de choses là. Et puis si vous êtes tout seul, c'est peut-être que vous vous réveillez avec un manque d'air et puis voilà que vous réveillez souvent aussi la nuit. Et aussi, si quand vous vous allongez, vous passez en respiration par la bouche, en respiration buccale, c'est qu'il y a un problème. Donc faites attention si vous êtes un ronfleur, etc. Toutes ces choses-là peuvent vous alerter sur l'apnée du sommeil. Une fois que vous vous êtes dit, tiens, j'ai l'un de ces symptômes-là, qui peut faire un diagnostic de l'apnée du sommeil? Qui aller consulter? Qui appeler? Alors, encore une fois, c'est notre cher ORL qui va pouvoir vous aider ou même un médecin traitant. Donc, moi, j'aime bien proposer l'ORL parce que c'est vraiment le spécialiste qui va regarder s'il n'y a pas une obstruction au passage de l'air par le nez. Dans un premier temps, il faut qu'on sache si d'un point de vue organique, les voies sont libres. Ensuite, vous pouvez demander ce qu'on appelle une polysomnographie à votre médecin traitant ou à l'ORL. Donc, on va vous mettre une petite vidéo ou une petite photo pour vous montrer. Donc, c'est un appareillage à récupérer souvent en pharmacie. On le pose et donc on dort avec et on récupère les données. Ou après, en fonction, il y a des examens beaucoup plus poussés à l'hôpital. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, la polysomnographie se fait à la maison. Ça dure une nuit, 2 nuits, 3 nuits seulement. Et on voit des arrêts, clairement. C'est enregistré parce que donc vous avez comme un port de masque à oxygène pour quantifier l'air. Vous avez des capteurs au niveau cardiaque. Et c'est un appareil portable en fait, qui va mesurer l'activité du sommeil. Ça, c'est la chose la plus évidente à faire en France. Maintenant, moi, je vais quand même en profiter pour vous parler du Breezy. Donc pareil, je vais vous mettre une petite photo. Donc le Breezy, c'est un appareil qui est utilisé en Belgique, qui est beaucoup plus fin que la polysomnographie. Donc une polysomnographie, on peut avoir des faux positifs. C'est-à-dire que vous allez faire votre polysomnographie, on va vous dire non, tout va bien. Or non, tout ne va pas bien, mais ça n'a pas été, c'est pas assez fin au niveau de l'analyse, tandis que le Breezy va beaucoup plus loin et donc du coup on a vraiment une analyse de qualité. Et la petite chose aussi qui est importante de vous dire, c'est qu'en France, on a des critères par rapport à l'apnée du sommeil qui sont très hauts. C'est-à-dire que si vous faites 5 apnées par heure, on vous considère normal. Alors et pour la petite info, j'ai eu une enfant au cabinet qui présente des troubles des apprentissages, qui respire par la bouche. J'ai demandé une polysomnographie. Donc elle fait 3 apnées par heure. L'ORL me dit que tout va bien. Donc on est quand même sur une enfant entre 13 et 14 ans qui fait 3 apnées par heure du sommeil. En Belgique, par exemple, la tolérance est 0 pour les enfants. Donc, ils sont vraiment là, ils se sont rendus compte que d'après, avec les nouvelles études qui sont sorties, que ça peut être désastreux les conséquences. Donc, du coup, ils sont vraiment au taquet par rapport à ça. Surtout quand il y a des symptômes à mettre en comparaison, parce que
un examen, c'est bien, mais comparé aux symptômes en clinique, si elle a des problèmes, cette jeune enfant, ou si elle en a pas. On peut très bien faire un contrôle comme ça pour savoir parce qu'on sait pas, mais s'il n'y a pas de signes de problème de l'apprentissage, ou de fatigue, ou des trucs un peu, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi je suis comme ça, pourquoi mon enfant est comme ça. Et là, on va faire un examen. Tout à fait. Pour vérifier, pour me confronter un petit peu les deux. Exactement. Et tu vois, Charlotte, il y a une autre étude qui montre que dans une population d'enfants qui présentent un trouble de l'attention, donc le TD, le fameux TDA, 50% ils font de l'apnée du sommeil. C'est énorme, c'est un enfant sur 2. Hein. Donc voilà, enfin les conséquences, elles sont là. Et donc c'est pour ça, voilà, je vous parle de la polysomnographie, mais le Breezy reste vraiment l'examen. Mais ça, on peut pas le faire. Alors ça, il faut que je me renseigne parce que je sais qu'en Belgique, ils font passer des Breezy. En France, si vous êtes à la frontière belge, n'hésitez pas à traverser la Belgique. Je fais pas une l'accent belge, mais c'est catastrophique. Mais en tout cas, oui. Et puis en France, il faut que je me renseigne encore. Alors, avant d'aborder les solutions éventuelles de l'apnée du sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi et qu'est-ce que va nous proposer notre thérapeute, en fait, notre professionnel de santé. Est-ce qu'il y a des choses à éviter de faire dans la vie de tous les jours, des choses qu'il faut privilégier? Est-ce que tu connais des petites astuces là-dessus? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre un petit peu les facteurs qui favorisent l'apnée du sommeil. Et donc, dans un premier temps, on a le surpoids et l'obésité. Donc, souvent, les patients qui présentent de l'apnée du sommeil, on va leur demander dans un premier temps de perdre du poids. Ensuite, on va avoir forcément un passage d'air obstrué. Donc, ensuite, on va avoir tout ce qui va être, notamment chez les enfants, les amygdales et les végétations qui sont hypertrophiées, donc qui sont tellement volumineuses qui réduisent qui obstruent et réduisent le passage de l'air. On va avoir, comme on le disait la semaine dernière, les troubles ORL chroniques aussi. Exactement, c'est ça. Donc comme tu en parlais la semaine dernière, bah oui, les troubles ORL chroniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez prendre l'habitude de respirer par la bouche et comme t'expliquais très bien, au niveau de la congestion, ça prend beaucoup plus de place et donc du coup, ça diminue le passage de l'air. On va avoir aussi tous les obstacles comme les déviations de la cloison nasale. On va avoir les facteurs familiaux. Effectivement, j'en parle beaucoup dans l'épigénétique, mais on a des familles comme ça, donc c'est avec des visages très allongés, des problèmes de frein, enfin voilà, ça peut être héréditaire plutôt par rapport au développement maxillofacial. On va avoir un mauvais positionnement de langue, donc ce sont des gens qui ont une langue basse et pas haute, donc les tissus se ramollissent un peu, donc sont moins efficaces. On va avoir... Alors juste pour revenir sur la position de la langue, elle doit être comment normalement? Une position physiologique de langue, on a la langue qui est au palais et les dents sont desserrées. Donc les dents ne se touchent pas et la langue elle est au palais. Ça c'est la position physiologique de repos. Langue au palais sans serrage dentaire. Les dents ne se touchent pas. Si vous n'avez pas de langue au palais quand par exemple vous regardez cette vidéo, si vous avez un serrage dentaire, je vous invite à consulter. Ouais. Et au niveau des dents aussi, on en parlait, est-ce que ça a des répercussions sur les dents? Pas du tout. Alors, enfin, tout est un peu lié. Oui, tout est lié, mais ça peut être par exemple, donc il faut savoir qu'au niveau des classes dentaires, on en a 3. Donc quand tout va bien, on a vraiment le maxillaire qui recouvre la mandibule. Donc la boîte, c'est comme imaginer une boîte à chaussures. Le couvercle sur la boîte. Donc ça c'est top. Ensuite, une langue qui est basse, elle peut en fait appuyer sur les dents et donc du coup on peut avoir ce qu'on appelle une supraocclusion. Donc c'est une classe 2. Un peu les dents de lapin, non? Oui, ça peut être ça. Ouais, c'est ça. Ou ça va être en fait le maxillaire supérieur qui est avancé par rapport à la mandibule. Et dans les cas plus rares de syndrome, on va avoir une classe 3, mais où on a la mandibule chez les prognaths, par exemple, qui est en avant par rapport, exactement, qui est en avant par rapport au maxillaire. Donc oui, tout ça peut avoir, tout est relié et ça peut avoir des conséquences l'un sur l'autre. On est vraiment sur un cercle de fonctions qui s'utilise. En fait, la fonction crée l'organe et l'organe est créé par la fonction. Enfin, la fonction entraîne la fonction aussi. Enfin, c'est vraiment très lié. Ok. Donc si j'ai bien compris, il y a l'hygiène de vie qui joue beaucoup, la qualité du sommeil par la génétique, ok, mais il y a peut-être des choses à faire. Et puis l'hygiène de vie, donc obésité, facteur de risque de l'apnée du sommeil, des personnes qui vont avoir des problèmes cardiovasculaires, des personnes qui ont du diabète, des choses comme ça.
tous ces facteurs-là, en fait, sont des facteurs favorisants pour l'apnée du sommeil. Et puis également, on va dire qu'il y a les pathologies, la génétique et les troubles chroniques, troubles ORL chroniques, sinusite chronique, rhinite chronique, des choses comme ça. Oriane nous prépare un super schéma, vous allez voir, pour travailler sur son apnée du sommeil. On passe donc à la dernière partie de cette vidéo, la plus importante peut-être aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bien sûr, consulter, hein, vous l'avez compris, mais est-ce qu'on peut faire un petit truc chez soi, là, déjà, en regardant la vidéo? Oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir regarder la vidéo qu'on a tournée la semaine dernière sur la respiration nasale. Parce qu'il faut savoir que si vous avez une respiration buccale en journée, forcément, donc par la bouche, forcément, en nuit, ça va être le cas aussi. Donc, c'est important dans un premier temps de conscientiser et de travailler ça en journée. Ensuite, avant de vous donner des petites astuces, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous êtes à risque quand vous respirez par la bouche. Donc, je vous ai fait un petit schéma où, en gros, on voit la langue et donc là, c'est le palais. Et donc, normalement, là, on est sur une respiration qui est buccale, c'est-à-dire que l'air passe par la bouche. Donc, qu'est-ce que fait la langue? Elle s'effondre en bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton schéma? Donc en fait là, on est sur l'avant, donc là il y a les dents. Tout à fait. Ça. Là c'est les lèvres. En fait c'est comme les dents. Je suis comme ça. Exactement. T'es en bouche ouverte. Voilà, bouche ouverte. Là c'est la langue. Et donc, en position basse. En position basse. Donc quelles sont les parties de la langue? Donc nous on dissocie l'avant de la langue qu'on appelle l'apex, le dos qui est plutôt le milieu de la langue et on va avoir la base de langue. Qui est accrochée. Qui est accrochée, tout à fait. L'osioïde. Et donc, en fait... ici, c'est accroché aussi... Alors ici, ça va être accroché au plancher par le petit frein qu'on a, le frein lingual. Voilà, c'est ça. Le frein de langue. Du coup, chez un respirateur buccal, comme je vous ai dit, normalement, la position de langue, elle est au palais. La langue, elle est collée au palais. Elle est collée ici, la langue. C'est ça. En gros. Hein. Et la bouche est fermée et les dents ne se touchent pas. Voilà. C'est la position idéale. C'est ça. Comment on sait qu'on a cette position-là on se met comme ça debout et on regarde comment... Ouais, c'est ça, il faut prêter attention au placement de sa langue. Ok. Là, par exemple, toi, ta langue est... J'étais en train de parler. Elle est derrière mes dents à 0,5 cm. D'accord, mais elle est collée contre le palais. Mais j'ai pas toute la langue collée. Moi, j'ai que cette partie-là, à peu près. Ok. La partie, je sais pas, je vais avoir ça de collé. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est bien, mais ça peut être mieux. Ah. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? On va en discuter. Donc, je vais reprendre le petit feutre, comme ça je vous montre. Donc, un respirateur buccal, donc là on a l'air qui passe par ici et on a la langue qui est en position basse dans la bouche. Et ben, au niveau musculaire, au niveau des tissus, tout va s'effondrer, tout va devenir un petit peu ce qu'on appelle chez nous hypotonique. On va manquer un petit peu de résistance. Et donc du coup, quand vous allez... Notre langue n'est plus tonique. Exactement. Quand vous allez dormir... Il faut muscler sa langue. Exactement. Et oui. Pourquoi? Parce que donc quand vous passez en position allongée comme ceci, tout s'effondre. Donc on va avoir l'arrière qui va venir coller la paroi. Donc obstruction. Exactement. Et donc ronflement. Et mauvais sommeil aussi pour le conjoint ou la conjointe. Aussi ça implique d'autres conséquences qui ne sont pas propres à soi et qui peuvent impliquer d'autres personnes. C'est ça. Et donc du coup, on va venir renforcer cette partie de la langue. Un petit peu à la caméra. Ok. Donc là, je suis allongée. Donc forcément, la nuque qui est ici. Et donc ma langue vient s'effondrer à l'arrière. Tout à fait. Parce qu'elle n'est pas tonique. Bah parce que en fait on est allongé aussi. On n'a pas fait des squats de langue. Ouais, alors il y a ça, mais c'est surtout aussi que c'est quelque chose de physiologique parce que on est contre la pesanteur quand on est allongé. Donc du coup, tout s'affaisse en fait, tu vois. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, on travaille sur la respiration nasale et la position de repos qu'on a vue. Donc ça, vous regardez la vidéo qu'on a fait la semaine dernière. C'est ça. Je vous mettrai les liens aussi dans la description. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme exercice où vous allez pouvoir remuscler un petit peu l'arrière de langue. Donc encore une fois, normalement, l'idéal, c'est d'être suivi par des thérapeutes manuels et une orthophoniste formée parce qu'en fait, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des petites astuces, mais c'est compliqué de le faire seul parce qu'en fonction de là où vous en êtes, moi, je vais décomposer certains exercices et avant de venir à ces exercices-là, il y en a plein à faire en amont. Mais je peux pas tous les donner parce
parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué. On fera peut-être d'autres vidéos. Il y en a tellement, il y a beaucoup d'exercices, donc on va reprendre quelques exercices, mais attention, s'ils sont difficiles pour vous, c'est normal. Et je vous préconise de prendre rendez-vous avec une orthophoniste spécialisée en thérapie myofonctionnelle et aussi en parallèle de voir des thérapeutes manuels pour lever les tensions et venir un petit peu drainer au niveau de la sphère ORL. Donc, ce qu'on va pouvoir dans un premier temps avoir, c'est claquer la langue. Ok, ensuite on va claquer la langue, mais on va essayer de ventouser la langue. Donc on est vraiment sur un autre son. La petite astuce que je donne à mes patients, c'est devant un miroir, de pouvoir voir un petit peu le frein de langue. Okay. Donc, donne-moi le miroir, je vais me regarder un petit peu. Donc, tu vas essayer de claquer la langue. Fermez la bouche ouverte. Non, tu peux l'entrouvrir que je regarde un petit peu. Ouais, ok. Et regarde si tu vois ton frein. Voilà, tu vois ou pas? Super. Alors, réduis un peu l'amplitude parce qu'on voit, ok. Et viens ventouser le plus possible contre le palais. Tu vois, par exemple, chez toi, Charlotte, si tu l'as, mais je travaillerai aussi les bords latéraux de ta langue, les côtés, pour les affiner. Tout est ventousé, sauf les côtés. Exactement, ouais, chez les côtés, toi. elle redescend un peu. Oui, chez toi. Donc du coup, il y a des petites choses à faire aussi au niveau des bords latéraux de langue, les côtés. Donc, vous pouvez travailler la ventouse et vraiment continuer de claquer la langue en ventousant l'arrière parce qu'on va du coup travailler la base de langue. On vient remuscler la base de langue, cette partie-là. Est-ce que tu as des questions? Alors, donc, si je comprends bien, il faut claquer sa langue un peu de partout, en ventouse. Donc, on essaie de coller le dessus de sa langue le plus sur le palais, d'avoir la plus grande superficie possible de langue sur le palais. Et parfois, on a des trop petits palais, des petites langues ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi... Mais tu vois, Charlotte, tu mets le point dessus. Comme je te disais, au niveau des facteurs favorisants, on a le développement maxillofacial. Donc, chez l'adulte, c'est très compliqué parce que les structures sont figées. Il y a quand même des choses à faire. Notamment, vous avez aussi le port d'orthèse d'avancement mandibulaire pour justement dégager le pharynx. Mais c'est pour ça que vraiment, cette vidéo, elle est importante pour vous et pour vos descendants parce que il y a tout à faire chez les enfants. Au niveau des structures, tout bouge. Chez l'adulte, c'est figé, mais on peut quand même faire des choses. Mais comme tu m'as dit, on peut être limité par un palais qui est trop étroit. On peut être limité par une petite bouche ou aussi le frein de langue. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. C'est pour ça qu'une consultation, ça reste essentiel, tant chez un thérapeute manuel que chez une orthophoniste. Mais voilà, aujourd'hui, on avait quand même, toi et moi, à cœur de proposer quand même des solutions. Et si je peux vous dire, en tout cas, une solution, c'est vraiment de ventiler par le nez, avec de la cohérence cardiaque, avec de la respiration diaphragmatique. T'as peut-être une vidéo sur la respiration diaphragmatique? Non, je n'ai pas encore de vidéo, mais on la fera. Ah, parfait. En tout cas, voilà. Commencez par ça déjà, ça sera déjà beaucoup. Et ensuite, au niveau de la rééducation de la langue, effectivement, c'est tellement vaste, ça change tellement d'une personne à l'autre que c'est assez compliqué comme ça de donner des exercices ciblés. Très bien. Mais merci Oriane, on va conclure cette vidéo. Donc, vous pouvez donc consulter, c'est le principal en fait à faire pour le diagnostic et pour ensuite rééduquer un petit peu votre langue, votre sphère ORL de manière générale. Exactement. Merci beaucoup Oriane. Avec plaisir Charlotte. Bonjour à... Oh là là. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis orthophoniste. Parce que ça... Pas du tout. 1, 2, 3. Mais c'est l'enfer. Mais ouais, c'est dur, franchement. C'est pas évident de tourner des vidéos. Ouais, c'est vrai. Attends, désolée. Vas-y, je t'en prie. Relâche la pression. Blou, 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 blou. On va y arriver. C'est bon. Attends. J'ai l'impression d'être la première de la classe et d'attendre, tu sais. Oui, Ariane, viens au tableau, j'arrive. Ok, vas-y. Bonjour tout le monde, du coup je suis Ariane, je suis Je dois pas dire que je suis Ariane. Si, genre, faut rire, mais ça va passer. Attends, je vais voir un coup. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour personne.
Bonjour toi qui nous regarde. Je ne sais pas comment on peut faire, Charlotte. Si tu veux... Bah oui, non, je sais pas. T'as fini ton thé en plus. Non mais il faut que je me... C'est horrible hein, d'avoir un fou rire comme ça. Comment ils font les acteurs? Je sais pas. Il doit y avoir une astuce. Non mais il doit y avoir un truc. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Tu rigoles. Bah oui, je souris. C'est l'enfer. Mais c'est un enfer. Non mais on fera un bêtisier, c'est pas Bah possible. oui, On fera un petit bêtisier. Je sais pas si je vais y arriver, Charlotte. Attends, tu sais quoi, je vais refaire. Ouais, Ça, on restera dans le ouais. même truc.